va passer à la partie mobilité. On a la chance d'avoir Monsieur Gérard de la région qui va nous présenter ce sujet-là, qui sera suivi de questions, bien entendu. Merci de l'accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, j'ai pas de présentation formelle. Je me nourris aussi de ce qui a été dit avant pour essayer de plaquer un propos aussi contextuel que possible. Évidemment, j'ai bien aimé tout à l'heure, il y a une diapo où on fait le triangle entre les compétences, le logement et la mobilité. Quand on regarde un petit peu avec un peu de recul tout ça, on voit qu'on est souvent en vase clos, en silo, et on a peu l'occasion de croiser ces trois thématiques dans des instances où on partage un petit peu les enjeux que nous avons tous à essayer d'y répondre. Alors, je ne vais pas vous abreuver de propos institutionnels, mais juste vous rappeler ce qu'est la région en matière de mobilité. Il y a une compétence historique, alors qui n'est pas vraiment une compétence obligatoire, mais celle d'aménageur du territoire, et donc qui vient aider au cofinancement des infrastructures de transport, que ce soit des voies ferrées, des gares ou des routes. Les deux gros projets, je dirais, qui sont, je pense, dans toutes les têtes assez récents, c'est la ligne à grande vitesse entre Le Mans et Rennes, pour lequel la région et les collectivités locales ont pris une part très importante. Et puis c'est la RN 164, elle a été un petit peu citée tout à l'heure, pour laquelle la région intervient à 50% sur son cofinancement pour la mettre à 2 fois 2 voies. Donc il y a ce rôle un petit peu là d'aménageur, mais il y a surtout le rôle d'autorité organisatrice de la mobilité, qui est le terme consacré par la loi. On partage ce rôle-là avec plein d'autres acteurs, notamment tous les EPCI, je dirais aujourd'hui les agglomérations, les métropoles, et depuis la loi LOM, les communautés de communes peuvent aussi aujourd'hui des autorités organisatrices de la mobilité. Donc on voit bien qu'on est sur un domaine de compétences partagées où la région n'a qu'un rôle dans ce paysage-là. Quel est le rôle de la région en matière d'organisation des mobilités ? C'est d'abord cette compétence qui est un petit peu historique, qui est celle d'organiser le TER. Donc c'est la région qui en charge le financement et l'organisation du TER. Et donc après, nous passons un contrat avec SNCF, qui est notre opérateur, s'agissant du TER. SNCF organise, elle, le TGV, elle est responsable de l'organisation des services TGV, mais pour le TER, c'est la région qui finance et qui organise ce service-là. Plus récemment, nous avons récupéré les compétences des départements s'agissant du transport interurbain et du transport scolaire. Donc ça, c'est une grosse compétence dont on a hérité avec la loi NOTRe. Donc c'est tous les, je dirais, les Ille-et-Noix-en-Yvelines, les Tibus, toutes les Penarbed que vous pouvez côtoyer encore dans vos départements, qui sont maintenant sous la bannière Bresgo. Donc voilà, aujourd'hui, tout ce qui s'appelle Bresgo, ce sont les cars de la région. Et évidemment, les cars scolaires aussi, hein, qui sont un enjeu important, même si pas très visible, c'est un enjeu du quotidien très important. On transporte chaque jour 100 000 élèves aujourd'hui. Une fois qu'on a brossé ce paysage, quelques caractéristiques du territoire. Quand on parle de mobilité, évidemment, on est dépendant d'un territoire. Alors, je ne vais pas vous parler de la péninsularité du territoire qui amène des enjeux d'accessibilité, hein, que ce soit par l'avion, par le train vis-à-vis de Paris, de la France, de l'Europe. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On pourrait y parler. On pourrait vous parler de transport de marchandises. Hein, votre ancien président Loïc Lénave, qui en charge cette compétence maintenant à la région Bretagne, pourrait être un très bon interlocuteur. Non, on va parler de transport plutôt du quotidien et donc de ce qui caractérise notre territoire breton et des handicaps qu'il porte. Il y a des choses que je pourrais dire là et que je pourrais dire en Pays de la Loire, en Hauts-de-France, en PACA. Voilà. Il y a des choses qui sont très spécifiques à la Bretagne. D'abord, la Bretagne, je dirais, c'est une région, la région des hameaux. C'est un habitat très dispersé par nature, beaucoup plus que dans d'autres régions françaises. Et puis c'est aussi une région qui s'est plus périurbanisée que la moyenne des régions françaises. Dans les 20 dernières années, la Bretagne, sa périurbanisation a été 2 fois plus importante en Bretagne que dans les autres régions françaises. Donc évidemment, quand vous ramenez ça à la mobilité, ça pose des défis importants. Comment massifier un transport avec un habitat dispersé et avec un habitat qui s'est beaucoup périurbanisé ? Alors,
bon, je ne vais pas revenir sur la raison qui explique ça. Je pense que le modèle agricole historique de la Bretagne a certainement porte un peu ça. Et puis aussi, un des phénomènes que nous avons en Bretagne, qui a peut-être un peu moins dans les autres régions, c'est la gratuité des routes. Voilà, la gratuité des routes a aussi été un élément, je dirais, de dispersion et de, voilà, où les gens trouvaient à habiter peut-être moins cher en considérant que la route coûtait rien. Mais si, la voiture coûte, mais l'accès à la route ne coûtait rien. Donc tout ça, ça explique une difficulté pour qu'on puisse placer des transports publics. Voilà. On voit bien que placer des transports publics dans ce paysage est quelque chose de complexe parce que voilà, il faut massifier. Quand on fait du transport public, même dans un car, il faut trouver un peu de, entre guillemets, de justification socio-économique je dirais, à mobiliser un moyen comme un car sur une route de Bretagne. Alors évidemment, je vous rassure, le transport public est une activité qui est largement subventionnée, qui le sera toujours, mais à un moment donné, on ne peut pas mettre un car devant chaque hameau ou devant chaque habitation. Donc c'est ça aussi qui est une des difficultés que nous avons à traiter. Donc un vrai défi. Je pense que produit en Bretagne, enfin, il y a probablement des activités tertiaires, mais surtout des activités industrielles, les fameuses zones d'activité. On sait tous que c'est très compliqué à desservir par les transports publics. Voilà. Autant les transports publics ont pu répondre en grande partie aux besoins de l'emploi tertiaire dans les grandes villes, voilà, accéder à Rennes, à Brest, à Lorient, à Vannes, à Saint-Brieuc, se déplacer dans ces villes-là. Celui qui veut faire ce choix-là, il peut le faire. Voilà. Il a des solutions pour le faire. Accéder à une zone d'activité en centre-Bretagne, en transport public, c'est assez rare. Donc ça nous interroge, nous, sur quel est le bon vecteur, le bon moyen pour permettre aux populations qui ont une difficulté à accéder à l'habitat, ça a été largement évoqué tout à l'heure, comment leur permettre aussi d'avoir des solutions de mobilité permettant d'accéder aux emplois. Juste un petit chiffre. Évidemment, ces 20 dernières années, on a constaté un éloignement entre le domicile et le travail. Enfin, le temps de transport n'a pas beaucoup bougé. Par contre, le temps qu'on gagne aujourd'hui avec un train, un car ou même une voiture, parce que les voitures sont plus performantes, eh ben, il a été mis, je dirais, ça a éloigné, ça a écarté l'habitat de l'emploi. Voilà, donc les gens aujourd'hui habitent plus loin qu'ils n'habitaient auparavant de leur emploi. Alors, évidemment, on est une région où la part de la voiture est plus importante que dans d'autres régions. Voilà, c'est dans les chiffres de l'Adréal, vous avez tous ces chiffres-là. C'est majoritaire dans toutes les régions, mais encore plus en Bretagne, hein, pour les raisons que je viens de vous dire. Alors, on considère que l'ennemi n'est pas notre ami quand elle est thermique et quand elle est utilisée seule. Voilà. Je dirais, les politiques publiques aujourd'hui sont plutôt menées moins pour condamner la voiture et la laisser au garage. Voilà. Et quand elle peut être partagée et décarbonée, ça peut être un allié des politiques publiques pour permettre de faciliter les choses et permettre aux salariés notamment d'accéder aux emplois. Donc aujourd'hui, le fameux covoiturage dont on a beaucoup entendu parler par le biais de Blablacar, mais c'était plus un covoiturage du loisir ou de l'accès aux services d'une manière générale, mais le covoiturage du quotidien est encore quelque chose de compliqué à organiser, à structurer, à rendre performant. Il n'y a pas d'outil, il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui. Voilà. Il y a pas qui va de soi. Autant il y a un modèle économique pour le covoiturage longue distance. Pour le covoiturage de proximité, il n'y a pas de modèle économique viable. Donc il y a quelques collectivités qui ont fait des expérimentations en subventionnant les trajets. Il y a pas mal d'éditeurs de logiciels qui font du démarchage pour venir proposer leurs solutions. Mais il y a toujours beaucoup mettre de l'argent public de façon importante pour que ça marche un peu, quoi. Par contre, ce qui peut marcher, et là peut-être que je vais m'appuyer sur peut-être quelques exemples, c'est quand à un moment donné il y a un écosystème local
qui fait un effort de s'organiser pour trouver des solutions. Donc voilà, donc, on a eu des démarches nous, qu'on a accompagnées, je pense notamment à la société Mix Buffet qui est à Guerre dans le 56, qui a beaucoup travaillé ces solutions de covoiturage, qui a même, donc ça a été vraiment un projet d'entreprise et qui a même intégré ça dans sa réflexion même de la production, qui a eu quelques effets sur la production parce qu'il a fallu adapter des horaires aussi, à rendre des horaires des salariés compatibles avec la capacité à trouver des équipages de covoiturage. Et ça nécessite évidemment de l'ingénierie pour accompagner ces initiatives. Il y a une association en Bretagne qui a beaucoup professionnalisé un petit peu ces démarches-là, qui c'est l'association EOP, aujourd'hui quand vous voulez solliciter des gens qui peuvent vous accompagner et qui accompagnent depuis longtemps les entreprises, les associations, les zones d'activité pour trouver des solutions qui marchent. Parce que c'est pas, ça ne naît pas comme ça naturellement. Il faut le travailler et c'est des projets qu'il faut accompagner et qu'il faut travailler. Deuxième expérience, c'est une société qui s'appelle Mobile Éthique, alors qui est lauréate par l'État pour aller, qui a des crédits CEE, certificat d'économie d'énergie, et qui peut aller vous aider, apporte de l'ingénierie en fait, pour trouver des solutions dans des zones pour faire ça. Donc j'ai cru noter qu'il y a 4 zones aujourd'hui en Bretagne pour lesquelles Mobiléthique apporte son ingénierie et un peu ses euros pour trouver des solutions. C'est à l'Agacilly, plan d'action qui est en cours, c'est dans le Pays Fouet nantais, c'est à Loudéac, et il y a une 4e zone qui est en recherche. Voilà. Pour vous dire que dans ces emplois, je dirais plutôt dans des usines, je dirais pas à la campagne, mais dans des zones d'activité qui sont un peu loin des transports publics et de la massification des transports publics, il faut trouver cette ingénierie locale, cette capacité à créer des solutions adaptées aux besoins, quoi. Parce que, parfois on nous appelle, il y a des entreprises parce qu'aujourd'hui c'est la crise du logement, mais c'est aussi la crise des recrutements. On nous appelle pour dire mais mettez-nous une ligne de transport public au pied de notre usine, quoi, au pied de notre activité. Ça c'est quelque chose que nous ne savons pas bien faire. Voilà, c'est quelque chose que nous ne savons pas bien faire. Alors après, on peut être un acteur dans un tour de table assez large pour venir aider à faire avec d'autres. Voilà, avec le PCI. Avec la région, avec les entreprises, voilà. Donc, avec un tiers intermédiaire qui peut apporter son ingénierie. Voilà. Ce que je voulais vraiment vous sensibiliser, c'est cette difficulté à ce qu'une solution, sur étagère puisse se plaquer au problème qui est rencontré, quoi. Quelques mots sur le vélo, parce qu'aujourd'hui, le vélo, la région a lancé il y a 2 jours là, à Saint-Brieuc, pas très loin d'ici, au Palais des Congrès de Saint-Brieuc, sa journée une conférence régionale sur le vélo, qui a lancé une démarche, je dirais, de recherche de solutions pour rendre le vélo encore peu plus performant vis-à-vis du domicile-travail. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, il y a une appétence, une volonté sociétale sur ce mode de déplacement, d'autant plus que depuis que les vélos à assistance électrique sont arrivés dans le paysage. Par contre, après, ça nécessite des pistes cyclables, ça nécessite des services autour du vélo beaucoup plus nombreux qui existent aujourd'hui. On nous parle de mettre son vélo dans le train, on nous parle plein de problématiques, plein de nouveaux enjeux. Et ça fait partie aussi des solutions que nous allons étudier avec d'autres, voilà, la région avec d'autres, pour trouver des solutions. Et je pense que c'est aussi... Bon, alors après, je ne dis pas que ça répondra à tous, mais le vélo peut aussi être, à un moment donné, une solution au problème que nous avons tous à affronter, qui est la capacité à se déplacer de manière décarbonée, à coût modéré. Voilà. Donc on essaye aussi de travailler ces thèmes-là. Je ne suis pas assez vieux pour avoir connu, mais on m'a beaucoup raconté il y a 40-50 ans,
je dirais, comment les gens accédaient à l'usine. Je pense notamment à l'usine de Citroën à Rennes. Il y avait en effet l'exemple qui a été raconté par tout à l'heure sur la Coperle. Enfin, Citroën a eu très longtemps des cars qui sillonnaient presque la moitié de la Bretagne, qui venaient en Côte d'Armor même. Et donc, les entreprises, à cette époque-là, s'organisaient pour le transport de leurs salariés. La voiture n'avait pas encore eu l'essor qu'elle a eu. Il y avait aussi beaucoup de vélos. Enfin, voilà. C'était une époque où il y avait du vélo, hein, avant que la voiture soit totalement démocratisée. Donc on revient un petit peu, un petit peu en arrière quand on évoque les pistes qu'on travaille aujourd'hui. Il est vrai que la voiture a totalement transformé le territoire, et aujourd'hui on essaie de corriger tous ces biais, quoi. Juste sur le covoiturage, et je vais après peut-être plutôt rester là-dessus et prendre les questions. Vous savez tous qu'aujourd'hui vous êtes incités via la loi d'organisation des mobilités, la LOM aussi a capacité à pouvoir aider les salariés, hein, via le forfait mobilité, hein, qui est un outil aujourd'hui à disposition des entreprises pour aider à faire du vélo, à faire du covoiturage, à prendre les transports publics. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut être travaillé. On avait commencé, avant la crise Covid, on avait commencé des démarches, notamment avec le groupe Intermarché, à essayer, pareil, de travailler ça, comment on pouvait aider, trouver des solutions. Alors ça s'est un peu arrêté parce qu'avec le Covid, forcément, trouver des solutions en covoiturage au moment où il fallait faire de la distanciation, ça n'a pas facilité les choses, quoi. Mais on voit bien que là, ça a été un peu dit tout à l'heure, c'est de l'innovation, c'est de la coopération, c'est de la proximité, c'est de mettre tous les acteurs qui sont concernés, je dirais, en proximité à trouver des solutions. Il n'y aura pas de grand soir, il n'y aura pas de solutions magiques qui vont arriver, qui vont répondre à ces problématiques-là. Et voilà. Sachant que, enfin, vous le savez, quand vous ouvrez les journaux, on est aussi dans une crise du financement. Aujourd'hui, on parlait du financement du logement qui était difficile. Financer les transports publics aujourd'hui, c'est très difficile. Voilà. Aujourd'hui, quand vous avez des inflations à plus de 10% par an, voire même cette année, on va s'approcher des 20% quand vous cumulez beaucoup d'achats d'énergie, ça interroge notre capacité à faire. Voilà, donc les grands thèmes, les grandes infrastructures. Aujourd'hui, nous, on est responsable des TER. Il est vrai que les TER sont pleins. Enfin, aujourd'hui, voilà, les gens sont debout dans les trains. Voilà. Donc on va avoir à vivre pendant quelques années des problématiques de surfréquentation. Parce qu'on n'a pas les trains disponibles pour les mettre en service, parce que c'est acheter un train, il faut 5 ans. Et puis, il faut financer ça, c'est-à-dire qu'il faut payer la facture à la SNCF. Quand on fait rouler un train aujourd'hui, le tarif de l'usager couvre un tiers du coût. Donc, il y en a 2 tiers qui sont couverts par l'argent public de la région, quoi. Donc, le transport de masse ne sera pas forcément la solution à tout, d'autant plus dans les sujets que vous abordez, vous, aujourd'hui, dans ces problématiques. J'entendais la question tout à l'heure, et le périurbain et le rural, et tout ça. Oui, je pense qu'on a des vrais enjeux collectifs à trouver des solutions pour permettre à ces zones de presque plein emploi aujourd'hui, j'entends bien, et qu'on est attendu pour apporter des solutions dans ces zones qui sont aujourd'hui, je dirais, où ça manque de main-d'œuvre. Voilà ce que j'avais en tête. Je suis largement disponible pour répondre à vos questionnements, parce que je pense que je n'ai pas répondu à tout, je n'ai pas déployé tout ce qu'on pourrait dire sur ce vaste thème des mobilités, donc à votre disposition. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions par rapport au thème de mobilité ?
Donc je représente ici deux associations de Quimper qui sont respectivement Mobile Emploi et la Navette de Cornouailles, Carnet Casdigas en breton. Et donc ces deux associations ont pour objet de transporter les personnes qui n'ont pas de solution de mobilité ou qui préfèrent avoir une solution de mobilité collective plutôt qu'individuelle vers les entreprises. Ce sont une association d'insertion pour Mobile Emploi qui existe depuis plusieurs années, qui a 16 chauffeurs en insertion, avec des emplois qui sont donc financés par les collectivités au sens large, le ministère, le département, le Fonds social européen, etc. Et donc on va collecter les personnes qui sont prescrites par Pôle emploi ou par les agences d'intérim chez eux, et on les amène au travail. 80% des gens qu'on transporte n'ont pas de permis de conduire, donc ils pourraient difficilement avoir un boulot effectivement autrement si les entreprises ne sont pas situées en ville, mais aussi des problèmes en ville ou en périphérie de ville quand ce sont des horaires atypiques, il y en a quand même pas mal. Donc ça, c'est l'association Mobile Emploi qui existe donc depuis plusieurs années. On transporte 600-700 personnes par an en moyenne. Et donc ça fait, j'ai dit on avait 16 chauffeurs, ça représente 13-14 ETP chauffeurs. Cette association a aussi une activité autour de plateformes de mobilité qui ont été montées récemment dans différents départements. Il y en a 4 sur le Finistère par exemple, avec des conseillers en mobilité pour que les personnes qui ont justement des difficultés pour être autonomes, ça peut être le permis, mais ça peut être des tas d'autres choses, des problèmes sociaux, ça peut être des problèmes de logement, ça peut être l'absence de connaissances des réseaux, etc. Donc ça, c'est au Mobile Emploi. Et nous avons considéré qu'il y avait aussi des besoins plus directement pour les entreprises qui n'étaient pas assurés aujourd'hui par l'activité qu'on peut avoir avec Mobile Emploi. Et donc on a souhaité créer une entreprise d'insertion sur la mobilité aussi. C'est relativement nouveau, je crois que c'est la première, peut-être la deuxième en France, il n'y en a pas d'autres. Alors l'entreprise d'insertion par rapport à l'association Mobile Emploi, c'est différent dans la mesure où là on s'adresse directement aux entreprises, ce n'est pas Pôle emploi qui prescrit, ce n'est pas l'agence d'intérim qui prescrit, et on va voir les entreprises pour voir quels sont leurs besoins et leur proposer donc le service là aussi d'aller collecter les salariés directement chez eux et de les emmener dans l'entreprise, mais là en proposant un service où on va affecter une navette, donc c'est des minibus, 8 places, de plus en plus électriques d'ailleurs aussi, et on propose donc aux entreprises un service avec un contrat sur tant de salariés, etc. Alors cette entreprise d'insertion démarre véritablement cette année, le projet datait d'il y a plus longtemps, mais il y a eu le Covid qui est passé par là. On a eu des aides au démarrage donc, de la région, de différents organismes. Et là, on est donc dans la phase de lancement de l'activité avec déjà des entreprises, pour ceux qui connaissent, comme Ranou, Marival, etc. Après, c'est quelque chose, un modèle qui est différent, bien sûr, du chantier d'insertion. Ce sont toujours des emplois de chauffeurs en insertion. Mais l'entreprise d'insertion est beaucoup moins subventionné que ne l'est un chantier d'insertion. En gros, il y a une aide qui vient du ministère de fonctionnement de l'ordre de 5 000 € par an pour un chauffeur. C'est évidemment un modèle économique qui nécessite, si on veut que ça marche, de faire facturer les entreprises. Et c'est là que ce n'est pas obligatoirement évident. Ça représente un coût pour les entreprises. Une entreprise qui n'est pas dans une zone desservie par les bus, qui va quand même payer un versement de transport, ce n'est pas obligatoirement évident. Et donc, voilà quand même un type de solution qui peut exister. On a parlé de la Coperle tout à l'heure, mais avec une entreprise d'insertion comme ça se développe actuellement sur donc, tout le sud Finistère, même si on est basé à Quimper, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant de développer. Voilà. Non,
Non, je pense qu'en effet, c'est des initiatives qui méritent d'être largement connues. Alors on parle de l'insertion. Pas très loin de ça, on a aussi largement communiqué sur nos difficultés de recrutement ces derniers mois, notamment des conducteurs de car. Enfin, aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans la difficulté pour être attractif, ou que ce soit une profession attractive. On pourrait parler des salaires, évidemment. On essaie d'y travailler avec les entreprises pour essayer d'améliorer les choses. Mais ça rejoint des conducteurs. Ils ont les mêmes besoins vitaux, de se loger et pour accéder à l'emploi. Et qu'on avait aussi des difficultés dans certaines zones tendues de trouver des conducteurs parce que c'était difficile pour eux d'amener leur famille avec des salaires qui n'étaient pas énormes. Et donc, on rejoint ça. Je dirais, on était aussi victime pour nos propres services de trouver des salariés qui voulaient se loger à proximité de l'emploi. Bonjour à tous. Jean-François Bertrand, je suis dirigeant d'un cabinet de recrutement et de conseil RH qui s'appelle Comendo, qui est basé à Rennes. On est une entreprise qui est engagée en RSE puisqu'on est une entreprise à mission. Donc forcément, nos salariés ont des valeurs proches de notre entreprise et souhaitent notamment venir au travail soit en vélo pour la majorité, soit en empruntant des transports en commun. Et j'ai une question qui concerne l'usage des TER, puisqu'on a quand même plusieurs salariés qui voudraient venir au travail en TER, mais qui ne peuvent pas, parce qu'il n'y a pas assez d'horaires, ou alors les horaires de train ne sont pas du tout adaptés à leurs besoins pour venir travailler en train et en vélo, et ou en transport en commun, en métro maintenant. Donc voilà, je voulais savoir s'il y a des projets de densification des lignes pour avoir plus d'horaires et plus de permettre à des personnes qui veulent se déplacer en train de le faire, parce qu'aujourd'hui ils sont contraints de venir en voiture alors qu'ils préféraient venir en train. Oui, alors c'est une demande qu'on a souvent. Alors, je ne sais pas où habitent vos salariés, mais il y a quand même il y a une offre qui est quand même assez dense pour aller à Rennes tous les matins travailler dans des horaires entre guillemets bureaux. Alors il est vrai que si vous n'êtes pas dans des horaires bureaux, ça peut être plus ou moins compliqué de trouver une offre. Voilà. Voilà. Maintenant, on imagine bien que la cible, c'est à un moment donné d'avoir des trains en quart d'heure, comme on dit, des trains en quart d'heure dans le périurbain, pour répondre à toutes ces demandes. Ça veut dire des infrastructures ferroviaires à améliorer. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'acheter des trains et payer les trains qui roulent, c'est aussi adapter les infrastructures ferroviaires pour que la gare de Rennes, notamment, qui est un nœud de convergence de tout ce qui se passe en Bretagne. Globalement, tous les trains qui vont vers Brest et Quimper, Saint-Malo, ils passent par Rennes. Donc à un moment donné, il y a des enjeux d'infrastructures qui sont assez gigantesques pour permettre de densifier ces offres de services. Mais enfin, si il y a une vraie volonté, enfin voilà, il y a une vraie volonté d'améliorer le service TER partout en Bretagne. D'ailleurs, on nous le rappelle, les associations, les collectivités locales nous le rappellent fréquemment qu'il faut l'améliorer. Après, ça embarque un certain nombre d'enjeux financiers, notamment, qui ne sont pas évidents en ce moment. Mais je dirais qu'il y a une convergence, je dirais, politique, sociétale, des entreprises, pour que demain, ces services-là soient encore plus nombreux et plus performants. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est la capacité à pouvoir le faire, parce que, comme je vous disais là, il y a des équations économiques derrière qui ne sont pas évidentes du tout. Et donc, voilà, c'est plus ça. Aujourd'hui, la région Bretagne a travaillé avec SNCF à des scénarios d'amélioration de l'offre jusqu'à 2040. Donc, vous voyez, on a fait des projections jusqu'à 2040, pour qu'en 2040, on ait 2 fois plus de trains qu'aujourd'hui. Voilà. Mais ça embarque autour de ça un certain nombre d'investissements majeurs pour permettre cet accroissement de la fréquentation des TER. Ce qu'on fait de l'organisation de ces sujets-là, c'est que le car ou le train, il part à une certaine heure, et l'horaire, ou pas, bon, on essaye. Oui, mais évidemment que quand sur le cheminement, à un moment donné, il va y avoir un horaire qui va mieux correspondre à une entreprise ou à une activité qu'à une autre. Parce que voilà, on a ça sur le train, forcément l'horaire va sur un Rennes-Quimper, l'horaire va être très bien pour Vannes, mais il ne va plus être bon pour Lorient.
Voilà, donc à un moment donné, et aujourd'hui, enfin je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur l'éloignement, des gens aujourd'hui font du domicile-travail avec des fois plus d'une heure de train. C'est-à-dire ils font... aujourd'hui, il y a plein de gens qui habitent Vannes, qui habitent Saint-Brieuc, qui travaillent à Rennes tous les jours, ou à l'inverse, qui vont aller travailler à Brest. Enfin, aujourd'hui, avec il y a un éloignement de la distance et donc évidemment une densité d'offres qui est moins grande que pour des trajets plus courts, quoi. Donc, on voit bien que cette capacité à aller loin de son domicile, enfin travailler loin de son domicile, elle porte un certain nombre de difficultés pour ceux qui le vivent au quotidien, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Dans ce cas, nous allons pouvoir conclure cet atelier. Merci à toutes et à tous d'être présents. J'espère que vous avez retiré des idées, des axes de travail dans vos sociétés respectives. En cas de besoin, Emmanuel, Loïc et quand même la région pourraient répondre à des cas plus précis qui viendraient d'ici quelques jours ou quelques semaines. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à toutes et à toutes. Bonne journée. Merci.